C'est une rencontre attendue depuis des semaines. Le président des États-Unis, Donald Trump, et son homologue russe Vladimir Poutine vont discuter en tête-à-tête lors d'un sommet exceptionnel organisé en Alaska, un État américain. Le but pour les États-Unis, évoquer la guerre en Ukraine et négocier un cessez-le-feu. Mais alors, pourquoi ce sommet a-t-il lieu en Alaska et pourquoi ce territoire est-il aussi important? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de ce week-end prolongé. C'est le sujet à la une de ces actus du jour. Ce sera donc la première rencontre en personne entre Donald Trump et Vladimir Poutine depuis leur dernier face-à-face à Osaka, au Japon, lors du G20 en 2019, mais surtout la première depuis l'invasion russe massive de l'Ukraine en février 2022. Cette rencontre inédite aura lieu dans l'État américain de l'Alaska, situé au nord-ouest du Canada, dans la base militaire d'Elmendorf-Richardson. Cette base se situe au nord d'Anchorage, la ville la plus peuplée d'Alaska. À noter au passage que l'Alaska a déjà accueilli plusieurs rencontres entre des dirigeants mondiaux. Par exemple, l'ancien président américain Ronald Reagan y a rencontré le pape Jean-Paul II en 1984 et Richard Nixon, un autre ancien président américain, y a accueilli l'empereur japonais Hirohito en 1971. Et donc le but de cette rencontre, je le disais, c'est de négocier un potentiel arrêt des combats dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donald Trump espère convaincre le président russe d'accepter un cessez-le-feu, sans quoi, je cite, des conséquences très graves pourraient survenir. C'est en tout cas ce que Donald Trump a déclaré ce mercredi. La rencontre démarrera à 11h30 sur place, soit 21h30 en France, et les deux dirigeants tiendront une conférence de presse commune à l'issue de cette discussion. En tout cas, ce jeudi soir, Donald Trump estimait à 25% le risque d'échec de cette rencontre avec Vladimir Poutine. On vous en parlera plus en détail sur Instagram ce soir et ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner au compte Hugo Décrypte. Mais alors, une fois qu'on a dit tout ça, pourquoi cette rencontre a lieu en Alaska? Bon, déjà, il y a des raisons purement pragmatiques. Si vous ne le saviez pas, Vladimir Poutine est visé par un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre, un mandat qui a été émis par la Cour pénale internationale en 2023. La CPI, on en parle déjà depuis plusieurs mois sur cette chaîne, c'est une juridiction indépendante chargée de juger les personnes accusées de crimes les plus graves, comme le génocide, les crimes contre l'humanité ou encore les crimes de guerre. Or, les États-Unis ne reconnaissent pas cette juridiction et ils n'ont aucune obligation légale de coopérer avec la CPI, même si Vladimir Poutine évite tout de même de trop voyager depuis 2 ans. La rencontre peut donc avoir lieu sans problème sur le territoire américain puisque Vladimir Poutine ne risque pas d'être arrêté. Et puis à noter au passage que la CPI ne dispose pas de police à proprement parler, c'est donc aux États qui la reconnaissent d'agir. Et concernant l'État américain, l'Alaska est un bon compromis puisqu'il se situe à environ 7000 km en avion de Moscou, la capitale de la Russie, et 5500 km depuis Washington DC, la capitale des États-Unis. Cependant, je vous le disais, ce choix n'est pas tout à fait anodin. Premièrement, il faut savoir que l'Alaska est un ancien territoire de l'Empire russe. Et oui, ça donne donc à cette rencontre une dimension assez historique. En fait, en 1867, le tsar Alexandre II, qui était confronté à des tensions avec la Grande-Bretagne et à de graves difficultés internes, a cédé ce territoire aux États-Unis pour 7,2 millions de dollars. Et il y a d'ailleurs encore aujourd'hui des traces de cette époque, puisqu'on trouve en Alaska de nombreuses églises orthodoxes russes, notamment dans l'ouest de l'État et sur les îles Aléoutiennes. Mais il n'y a pas que l'histoire qui compte. Géographiquement, l'Alaska est situé à seulement 80 km de la Russie, de l'autre côté du détroit de Bering. Selon le conseiller de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov, la Russie et les États-Unis sont des voisins proches avec une frontière commune. Il a aussi souligné que l'Alaska et l'Arctique offrent des intérêts économiques communs et des perspectives de projets d'envergure qui seraient bénéfiques pour les deux pays, même s'il a précisé que les discussions porteront avant tout sur la guerre en Ukraine. Et en parlant de l'Arctique justement, Donald Trump et Vladimir Poutine partagent un autre point commun en lien avec l'Alaska, leur volonté de contrôler les ressources naturelles de l'Arctique, à savoir le pétrole, le gaz ou encore des terres rares. En fait, la région suscite un intérêt de plus en plus important car le changement climatique et notamment la fonte des glaces ouvre de nouvelles voies maritimes et rend accessibles des zones qui étaient autrefois constamment gelées. Les États-Unis et la Russie sont par ailleurs tous les deux membres du Conseil de l'Arctique, une instance intergouvernementale qui réunit les 8 États souverains, donc les États-Unis, la Russie, le Canada, le Danemark, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande, ainsi que des représentants des peuples autochtones. Officiellement, le Conseil de l'Arctique promeut la coopération, la coordination et le développement durable dans la région, mais c'est aussi un lieu d'influence où chaque pays cherche à défendre ses intérêts stratégiques. Selon le gouverneur républicain de l'Alaska, Mike Dunleavy, l'Alaska bénéficie de la localisation la plus stratégique au monde, à la jonction de l'Amérique du Nord et de l'Asie, avec l'Arctique au nord et le Pacifique au sud. Bref, vous l'aurez compris, se rencontrer dans la région de l'Arctique, c'est aussi afficher la volonté de discuter sur un territoire où leurs intérêts économiques
économiques et militaires se croisent. En tout cas, Donald Trump envisage la mise en place d'un deuxième sommet impliquant le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'il y a des avancées. La Russie ne s'est pas vraiment prononcée sur ce potentiel sommet pour l'instant. Et puis, de leur côté, l'Ukraine et ses alliés européens craignent qu'un accord ne soit trouvé dans leur dos et ont multiplié ces derniers jours les appels à renforcer la pression sur la Russie. Emmanuel Macron a échangé avec Volodymyr Zelensky et les présidents ont d'ailleurs convenu de se voir après l'Alaska. On vous tiendra évidemment au courant. Je vous laisse avec Julie pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le Premier ministre François Bayrou a dénoncé ce vendredi, je cite, « la haine antisémite de ceux qui ont abattu l'arbre planté à Épinay-sur-Seine en hommage à un Français de confession juive tué en 2006. Les faits ont été révélés par Le Parisien ce jeudi. L'olivier a été planté en mémoire d'Ilan Halimi, un jeune Français de 23 ans, juif, qui a été séquestré et torturé à mort en 2006 par le gang des barbares dans un immeuble à Bagneux, en région parisienne. Les ravisseurs avaient demandé une rançon très élevé à sa famille, mais faute de paiement, ils ont continué à le torturer. Ilan Halimi a été retrouvé gravement blessé, nu, bâillonné et menotté au bord d'une voie ferrée. Il est décédé peu après à l'hôpital. Le chef du gang, Youssouf Fofana, a été condamné à la prison à perpétuité, la peine la plus lourde en France. Et donc l'olivier planté à Épinay-sur-Seine en sa mémoire a été coupé dans la nuit de mercredi à jeudi. Des photos publiées sur le réseau social X montrent que le tronc de cet arbre planté en 2011 a été sectionné, probablement à l'aide d'une tronçonneuse. En 2019, 2 autres arbres dédiés à Ilan Halimi avaient déjà été vandalisés à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, lieu où il avait été retrouvé. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé qu'une procédure était ouverte. Deuxième actu, après 10 jours d'intenses négociations, les 185 pays réunis à Genève en Suisse ont échoué à se mettre d'accord dans la nuit sur un texte contraignant pour lutter contre la pollution plastique. Alors contraignant, ça signifie que toutes les parties devraient le respecter sous peine de sanctions légales. En fait, selon les projections de l'OCDE, si rien n'est fait, la consommation mondiale de plastique pourrait tripler d'ici à 2060. Selon un rapport publié le 4 août dans la revue médicale The Lancet, les plastiques provoquent des maladies et des décès et sont responsables de pertes économiques liées à la santé, dépassant les 1500 milliards de dollars par an, soit environ 1300 milliards d'euros. Et donc un premier texte a été présenté cette semaine, puis un nouveau, avec quelques compromis, a été présenté dans la nuit de jeudi à vendredi, mais il restait encore plus d'une centaine de points à clarifier et les chefs de délégation n'ont pas réussi à trouver un accord. Alors l'Ouganda, un pays d'Afrique de l'Est, a proposé de planifier une nouvelle session de négociation et de son côté, la commissaire européenne à l'environnement, Jessica Roswell, a jugé que ces négociations à Genève avaient permis de poser, je cite, une bonne base en vue de nouveaux échanges. En tout cas, la ministre française de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, s'est dite déçue et en colère. Selon elle, je cite, une poignée de pays guidés par des intérêts financiers de court terme et non par la santé de leur population et la durabilité de leur économie ont bloqué l'adoption d'un traité ambitieux contre la pollution plastique. Troisième actu, au Liban, le Hezbollah, un parti politique islamiste libanais qui est aussi une organisation armée, refuse de rendre ses armes et a brandi la menace d'une guerre civile. Si vous n'aviez pas suivi, le 5 août dernier, le gouvernement libanais avait annoncé la préparation d'un plan pour désarmer le Hezbollah d'ici à la fin de l'année 2025. Ce plan s'inscrit dans le cadre de l'application du cessez-le-feu conclu le 27 novembre sous la médiation des États-Unis, qui prévoit donc que seuls 6 forces militaires et sécuritaires officielles, dont l'armée libanaise, soient autorisées à porter des armes au Liban. Et donc ce vendredi, après une rencontre avec un responsable iranien, l'Iran étant allié du Hezbollah, le dirigeant du mouvement Naïm Qassem a accusé le gouvernement libanais de vouloir livrer le pays à Israël en poussant au désarmement du Hezbollah. À noter que le Hezbollah, qui soutient notamment le Hamas à Gaza, est classé comme terroriste par de très nombreux pays. En tout cas, Naïm Qassem s'est dit convaincu de gagner la bataille, on suivra ça. Et on termine avec cette actu, 3 universités françaises figurent dans le top 50 du classement de Shanghai, un palmarès mondial des universités créé en 2003 par l'université Jiao Tong de Shanghai et publié tous les ans. Il classe donc les 1000 meilleures universités du monde sur la base de critères principalement liés à l'excellence en recherche scientifique. Ces 3 universités françaises, ce sont donc l'université Paris-Saclay qui a la 13e place, l'université Paris Sciences et Lettres qui occupe la 34e place et la Sorbonne Université qui est en 43e position. Au total, 27 établissements français apparaissent dans le classement. Concernant le podium, ce sont à nouveau les universités américaines qui dominent, en l'occurrence dans l'ordre Harvard, Stanford et le Massachusetts Institute of Technology
technologie, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de MIT. Dans le top 10, on retrouve également l'Université de Californie Berkeley, Princeton, Columbia, l'Institut de technologie de Californie et l'Université de Chicago. À noter que ce classement est souvent critiqué par des spécialistes car les critères sélectionnés favorisent généralement les plus grandes universités et de langue anglo-saxonne. Merci Julie pour ces actualités et merci à vous de continuer à suivre ce format même pendant l'été et même pendant le 15 août. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.